déclaration menacée de boycotter les futures élections législatives et présidentielles à suivre dans ce du président du PNA Loma, Sanoussi Tambari-Jakou. Le phénomène de la mendicité est toujours d'actualité dans notre pays. Ils sont partout dans les rues de la capitale, ces mendiants à la recherche de gains faciles. Dossier à suivre dans un instant. Permettre à des femmes d'avoir accès à plusieurs opportunités, objectif visé par le réseau des femmes pour la paix, FEPA, à travers une opération de remise de pièces d'état civil à ces femmes. Détail dans un instant. Messieurs, dames, bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau pour cette nouvelle édition d'information sur la télévision Dunia. Vous le savez, au cours d'une déclaration, les leaders de l'opposition nigérienne ont menacé de boycotter les futures élections législatives et présidentielles. Une décision que dénonce le président du parti PNA Al-Ouma, Sanoussi Tambari-Jakou, qui a tenu à faire l'historique du processus électoral depuis l'avènement de la démocratie dans notre pays. Suivez plutôt. C'est un appel en direction de nos compatriotes de l'opposition afin qu'ils révisent leur position annoncée selon laquelle ils ne vont pas participer aux prochaines élections générales. Mais s'ils persistent dans leur position, dans cette position-là, eh bien tant pis, ou tant mieux selon. Et je m'explique. Il est toujours mauvais de pratiquer une politique de chaise vide en cas d'élection. Nous, de la majorité actuelle, leurs adversaires, donc leurs concurrents sur le plan politique, leurs compétiteurs, nous ne souhaitons pas outre mesure à ce que les hommes de l'opposition ne participent pas aux prochaines élections. Nous le Sanoussi Tambari-Jakou, président du parti PNA Al-Ouma, que vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de ce journal. Clôture hier soir à l'Assemblée nationale de la deuxième session extraordinaire au titre de l'année 2015. Une session qui a vu l'adoption à l'unanimité de la loi portant prorogation de l'état d'urgence dans la région de Difa, Al-Mokhtar Kainé et Soumaïla Dandi pour d'autres précisions. L'état d'urgence proclamé dans la région de Difa par décret numéro 2015-073 du 10 février 2015 est prorogé pour une durée de 3 mois à compter du 27 février 2015. La loi a été adoptée à l'Assemblée nationale à l'unanimité des députés présents. 83 pour, 0 contre et 0 abstention. Le commissaire du gouvernement, Karijo Mamadou, a saisi l'opportunité pour rendre hommage à toutes les forces de défense et de sécurité avant de remercier les honorables députés. Permettez-moi, au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, excellent Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de vous remercier pour le vote de la résolution les autorisant à se déployer sous les cadres d'opération dans le bassin du lac. Et je voudrais que je vous transmette aussi leur remerciement pour le soutien que vous leur avez apporté à l'occasion des élections du 20 février 2015. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on a député, je vais au nom du gouvernement de la République vous remercier pour la confiance que vous nous faites et vous promettre que cette loi va être utilisée, va être appliquée à bon escient pour le bonheur du peuple nigérien, pour garantir l'intégrité du territoire national, sécuriser les personnes et leurs biens. Le président de l'Assemblée nationale a dans son discours de clôture salué l'esprit patriotique de la représentation nationale. Nous venons ainsi d'adopter la prorogation de l'état d'urgence dans la région du Difa en proie aux assauts multiples et multiformes et meurtriers de la secte Boko Haram. En prenant cette importante décision, vous êtes resté fidèle à l'esprit qui vous a toujours animé quand il s'agit de défendre les intérêts
faisant, vous avez répondu à l'attente de notre peuple qui s'est levé comme un seul homme pour apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité. La session s'est refermée après lecture et adoption du compte-rendu sommaire de la journée. Rendez-vous pour les députés le 5 mars prochain pour la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2015. Et puis cette décision qui donne plus de pouvoir aux forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leur mission est fortement saluée par la population. Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de Mariam Soumana. La dirigeance à DIFA, il faut comprendre que DIFA aujourd'hui, pour tous les citoyens, pour tous les Nigériens, la question sécuritaire doit être une préoccupation. Il faut toujours comprendre que le but de cet état d'urgence est de bien gérer la situation. Par conséquent, l'appréciation qui doit être faite n'est pas d'ordre politique, ni d'ordre social purement parlant. Mais il s'agit là d'une question de nationalisme, d'une question d'intégrité. Tous les Nigériens doivent être là, la main dans la main, pour que la question soit bien gérée. Et il faut comprendre que tout celui qui a DIFA aujourd'hui, sa préoccupation, c'est de marcher et circuler comme nous qui sommes ici à Niamey. Quand bien même la menace nous inquiète, n'ont pas la même façon de vivre comme nous. Certains, quand ils rentrent, ils se demandent quelle voie il faut emprunter, quel lieu il faut visiter. Nous devons apporter tous nos soutiens, d'abord à ceux qui pensent que c'est une meilleure proposition pour que la question soit mieux traitée, également pour les militaires qui peuvent mieux faire leur travail avec cette opportunité. Par conséquent, je pense bien que nous devrons apprécier ça et comprendre que c'est la meilleure voie, c'est la meilleure solution pour gérer la question. Oui, la prolongation là, elle est importante dans la mesure où les populations de la région de DIFA ne sont pas sécurisées. Donc il va de soi que les parlementaires votent en groupe ou en bloc la prolongation de cet état d'urgence. Parce que les populations sont menacées par la secte Boko Haram et que la circulation des biens et des marchandises n'est pas garantie. L'état d'urgence, non seulement ça permet de protéger les populations quelque part, mais d'autre part aussi, ça empêche l'activité économique. Cette prolongation, c'est une bonne chose parce que ça permet en tout cas de dissuader, ça permet de comprendre, de bien faire le travail à fond. Parce que comme vous le savez, vraiment c'est aujourd'hui une question épineuse, en tout cas qui aujourd'hui doit interpeller tout le monde. Je pense que cette décision quand même, elle est très importante, elle est capitale à un degré où aujourd'hui c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés, les représentants du peuple eux-mêmes qui ont compris l'enjeu. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un intérêt, en tout cas national. C'est une preuve de responsabilité que le gouvernement vient de faire, parce qu'il y va de la responsabilité du gouvernement d'assurer la sécurité des citoyens. Donc si le gouvernement juge nécessaire de prolonger l'état d'urgence, et il a engagé la procédure dans ce sens, et l'Assemblée a accepté, nous pensons que c'est une très bonne chose que le gouvernement est en train d'adopter. Et nous encourageons le gouvernement dans ce sens pour assurer convenablement la sécurité des citoyens. Maintenant, peut-être c'est de voir maintenant par rapport à ça aussi des mesures additionnelles pour pouvoir faire en sorte que cette sécurité-là soit assurée maintenant au niveau des zones qui ne sont pas touchées. L'état d'urgence qui a été prolongé à DIFA, c'est vraiment une bonne chose. Mais je pense quand même que c'est un peu trop par rapport à la situation de la population. N'est-ce pas? Il faut vraiment que les gens se vaquent à leurs préoccupations. Hein? Moi, je pense qu'on aurait dû prolonger, mais pas vraiment pour 3 mois. Sur un tout autre plan, le phénomène de la mendicité a pris des proportions inquiétantes dans notre pays et personne ne fait rien. Entre recherche de gains faciles et harcèlement, les mendiants sont partout dans toutes les rues de la capitale et prêts à tout pour avoir une pièce de 50
100, 200, voire même plus. Le dossier est signé Youssouf Omar. Des mendiants à Niamey, il y en a partout, dans chaque coin de rue. Au niveau de toutes les artères, ils ne passent pas inaperçus. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bien portants ou en situation de handicap, le phénomène de la mendicité, tel un virus, touche toutes les tranches d'âge. Une débâcle sociétale, un harcèlement mal vu par les sociologues et les religieux. Mendier en soi est fondamentalement mauvais et ridiculise l'homme. Aujourd'hui, l'État est en mesure de demander à chaque maire de toutes les communes du Niger et arrondissements que chacun à son niveau trouve un plan d'action dans ce sens pour combattre la mendicité chez lui. Et que tous les maires, on leur donne 3 mois. Si jamais on voit un mendiant dans ta commune, tu seras débarqué. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait, celui qui ouvre la porte de la mendicité, Allah subhanahu wa ta'ala va lui ouvrir les portes de la misère. Et si on doit mendier, ce que ça doit être, ça doit faire figure d'un cas de force majeure. Être une personne en situation de handicap, est-ce une fatalité qui pousse à mendier? Non, dira cet éducateur, sur une chaise roulante, détenteur d'un diplôme de 3e cycle. Être handicapé n'est pas situé devant. Bien qu'étant handicapé, en tout cas, nous pouvons vivre à la sueur de notre front. Et des exemples peuvent être pris, comme aux États-Unis d'Amérique même, qui est le plus grand pays au monde, là où une personne handicapée sur chaise roulante, Delano Roosevelt Franklin, a dirigé ce pays de 1939 à 1945. Et beaucoup de personnes handicapées sont là, qui sont des modèles, même au Niger, avec le magistrat Soli Abdurrahman, qui est une référence du droit au Niger, avec le docteur Didier Alakbada, qui est une référence en psychologie dans ce pays. Donc, c'est des personnes handicapées qui peuvent servir de modèle. Ce qui inquiète le plus, c'est l'utilisation des enfants dans ce phénomène. Eux qui devraient être dans les classes pour prendre cours comme les enfants de leur âge, les voilà dans les rues en train d'errer, en train de mendier. Je mendie parce que mon maître de l'école coranique qui m'y oblige. Si je ne lui amène pas 2000 francs, c'est la cravache qui m'attend et ou aux oreilles. C'est souvent la précarité dans laquelle vivent les citoyens ordinaires qui poussent ces derniers à faire la mendicité. L'enfant ou bien la vieille dame qui on est harcelé. À tel point qu'on donne un petit 10 francs, un petit, je sais pas, 25 francs, histoire de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été fait de gaieté de cœur. Or, on doit faire cela avec amour pour aider ces citoyens-là à sortir de la précarité. Tout compte fait, ce n'est pas être dans une école coranique qui constitue le problème. Plutôt, le désintérêt des parents, de l'État, face à la situation, martèle le président de l'association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime. Il y a 3 responsables de cette situation. 1, les parents. Tout ce qu'on fait, c'est reconnu au niveau international que le respect des droits, l'application des droits, les pays concernés par les droits des enfants, c'est les parents. 2, les autorités. Nous sommes très laxistes par rapport à la mendicité, par rapport aux marabouts, par rapport aux enfants talentueux. C'est vrai, on dit que c'est social, mais tout ce qui est négatif, on doit essayer de changer ça. La culture de la recherche du gain facile a envahi nos mœurs. Si l'on ne prend garde, ça ne s'arrêtera pas. Toutes les consciences sont interpellées. Tendre la main n'honore pas. Le réseau des femmes pour la paix REFEPA a organisé une opération de remise de pièces d'état civil aux femmes des villages de Konguzarma, Allah Hoki, Seberi, Kolozongo, Kolozarma dans le département de Kolo et les villages de Kayanzarma et Barchawal dans la commune rurale de Hamdalay. Objectif, permettre à ces femmes d'avoir des pièces d'état civil
afin qu'elles aient plus d'opportunités. N'est-ce pas Aïssa Ibrahim et Ibrahim Idi? Faire participer la femme nigérienne dans la vie de tous les jours, veiller à son épanouissement et à son autonomisation, c'est l'objectif de cette opération de remise officielle de pièces d'état civil à 5 villages du département de Kolo et 2 villages de la commune rurale de Hamdallaye. Initiée par le réseau des femmes pour la paix REFEPA, cette opération a permis à environ 273 femmes des villages de Kongouzarma, Kolozongo, Kolozarma, Allahoki et Seberi de bénéficier de pièces d'état civil composées d'un extrait d'acte de naissance, de carte d'identité et de 4 photos d'identité. Un grand bonheur pour ces femmes qui ont grandi sans aucun papier prouvant leur nationalité ni même leur existence. Servir aux femmes d'avoir les actes leur carte d'identité, de 1, parce qu'au niveau de beaucoup de projets, on nous demande des cartes d'identité. Le REFEPA a eu à faire des cartes d'identité pour tous les membres des groupements. Voilà 117 actes de naissance délivrés aux femmes du même village. C'est encore un acte. Le REFEPA n'est pas à sa première action au niveau de ces villages. Plusieurs projets ont été réalisés, à savoir des dons de moulins, de jardins, de clôtures pour les jardins et des semences pour que ces femmes vendent les produits de leur jardin afin d'avoir de petits revenus. Le REFEPA a eu à nous donner des semis l'année passée. Il nous a donné des semis pour les contre-saisons et des semis pour les champs. Gombo, haricots, ail. Il y a beaucoup. Et cette année aussi, c'est les semis de salade, choux, pommes de terre, arrosoirs encore, des insecticides pour les contre-saisons. C'est un acte citoyen. Nous remercions le projet, la REFEPA de nous avoir donné l'occasion pour que les femmes là sentent qu'elles sont des Nigériennes. Et c'est ça, il faut avoir un acte de naissance pour être à 100% nigérien, pour s'assurer qu'on est citoyen. On remercie vraiment REFEPA. Nous remercions vivement REFEPA. Vous voyez le cas de ces villages, nous avons installé un moulin. Donc partout où nous intervenons, soit nous réalisons des clôtures, on clôture parce qu'il y a des jardins qui sont mis en place par les femmes. Au niveau des villages de Kayanzarma et Barchawan de la commune rurale de Hamdallaye, près de 129 femmes ont également bénéficié de ces pièces d'état civil. Cette ONG donne l'accès des femmes à la propriété foncière. Donc qui dit ça, on doit avoir un certain nombre de pièces qui va permettre à la femme d'acquérir du foncier. Donc c'est dans ce cadre que nous avons initié avec le groupement avec lequel nous travaillons, donc à aller faire les actes de naissance, les cartes d'identité. Donc ceci étant, nous intervenons dans 6 villages. Donc il y a 6 villages qui ont bénéficié de ces pièces d'état civil, à savoir Korozarma, Kolo Kongu, Bogol, Seberi, Windukorkoy. Et pour ce qui est de Hamdallaye, on a Kayanzarma, on a Barchawal. Présentement, nous sommes à Barchawal. Comme vous l'avez constaté vous-même, on a remis aux bénéficiaires leur acte de naissance. Et puis donc c'est ça le bilan, globalement c'est satisfaisant. L'objectif de cette mission, c'est de permettre aux femmes d'acquérir des actes d'état civil. Donc comme vous le constatez, c'est avec ça qu'il faut faire les nationalités, c'est avec ça qu'il faut faire les cartes d'identité. Et les femmes sont inscrites dans des, comment on appelle ça, les caisses de crédit, les mutuelles et consorts. Donc pour aller chercher de l'argent, il faut une carte d'identité ou un acte de naissance. La majorité des femmes, vous voyez les cas de Kayanzarma, à part les femmes qui sont instruites ou bien les femmes de fonctionnaires, aucune femme n'a d'un acte de naissance. Nous sollicitons donc à l'État de nous appuyer dans ce sens, de nous faciliter donc la mobilité des agents, notamment les agents de la mairie, les agents de la justice, pour pouvoir se déplacer. Nous lançons un appel à l'endroit des autres aussi, de voler dans ce sens, d'aider et encore aider ces citoyens.
Le réseau des femmes pour la paix œuvre pour le bien-être de la femme nigérienne et a pour objectif d'aider les femmes rurales à accomplir leurs tâches ménagères dans les plus bonnes conditions en leur ouvrant les portes de toutes les opportunités. Il invite par ailleurs les autres ONG et les plus hautes autorités à les accompagner pour faire avancer le développement du pays à travers la promotion de la femme. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a réceptionné hier après-midi à l'annexe du ministère de la Communication d'importants matériels d'équipement pour les radios communautaires d'un coût global de 750 millions de nos francs, ce dont a pour objectif de réhabiliter ces radios communautaires. Le compte rendu est signé Sambozamo et Himasebou. Par cette signature, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions réceptionne officiellement des matériels d'équipement des radios communautaires offerts par le Programme des Nations Unies pour le développement au Niger, PNUD. Ainsi, 21 radios communautaires bénéficient de cette première vague de matériel d'un coût global de plus de 750 millions de francs CFA. Relevant les multiples appuis apportés par le PNUD au profit des radios communautaires, le représentant résident du PNUD au Niger a énuméré l'importance des radios communautaires qui contribuent inéluctablement à un changement de mentalité et à une meilleure amélioration des conditions de vie des populations rurales. En effet, la communication est un outil important de développement qui favorise la démocratie et le changement social. Les radios communautaires permettent donc aux simples citoyens de faire entendre leur voix, d'acquérir de nouvelles compétences, d'échanger des idées et de débattre des moyens d'améliorer leurs conditions de vie pour parvenir à un développement durable et sans exclusion. En réceptionnant les documents de transfert officiel des équipements, le ministre de la Communication a relevé le rôle combien important du PNUD à accompagner les radios communautaires dans leur noble mission de radio de proximité. Yaouza Sadissou a par la suite expliqué l'importance des radios communautaires pour un pays comme le Niger. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi concerne la remise d'un premier lot de matériel pour 21 radios des communes de convergence de l'initiative 3N et de ses partenaires. Un second lot de 12 radios communautaires entièrement financées par le PNUD sera réceptionné dans les prochains jours. Cet appui du PNUD intervient à un moment où les plus hautes autorités de notre pays s'activent à doter toutes nos communes non encore pourvues de radios communautaires et à réhabiliter celles déjà existantes dans le cadre de la mise en place de la maison du paysan. Dans un pays comme le Niger, où les impératifs de développement sont multiples et variés, vous aviez par votre volonté contribué à poser les jalons d'un secteur qui joue un rôle transversal dans la réussite des actions de développement ainsi que dans la consolidation de la paix et de la démocratie. À travers la réception de ces matériels, le gouvernement de la 7e République témoigne son engagement et sa détermination à réhabiliter les radios communautaires existantes et à doter les localités dépourvues afin que la population rurale contribue elle aussi à l'édification et au développement du pays. Un échantillon de ces matériels étant déjà installé à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC afin de mieux outiller les bénéficiaires sur l'usage de ces matériels IP. Le club UNESCO de l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé hier après-midi une parade. Objectif, véhiculer le message de la tolérance entre toute la communauté universitaire. Omar Hama Idrissa Maman pour le compte rendu.
Pour la tolérance, priorisons le dialogue. C'est l'essence de cette parade organisée par le club UNESCO de l'université Abdou Moumouni de Niamey, dans le cadre de ses activités culturelles en faveur de la paix et de la non-violence. Le secrétaire général de ce club se réjouit de cette forte mobilisation. Donc cette parade entre dans la ligne droite de ce plan d'action qui est la culture de la paix et de la non-violence. Nous avons voulu organiser cette parade pour appeler la communauté universitaire à la tolérance. La tolérance, on pense que c'est le gage d'un développement durable. Nous pensons que le message a passé parce qu'on a pris un trajet stratégique, c'est-à-dire de quitter la médecine jusqu'à l'arrêt des bus pour faire coïncider avec le départ des bus à 17h. Donc nous avons réuni un certain nombre d'étudiants et nous pensons que ça va faire tache d'huile. Ils ont compris le message et on pense que ça va faire tache d'huile. Et nous n'allons pas nous arrêter ici. Nous allons chaque fois qu'il est possible la même parade. Sensibiliser la communauté universitaire à cultiver davantage la paix et la solidarité, c'est aussi le grand message de cette parade. Ce qu'on aimerait faire comprendre, c'est que cette parade est utile pour le milieu universitaire parce que d'abord on a constaté certaines incompréhensions au niveau des étudiants et c'est même le mobile qui nous a poussé à faire cette parade. Et on espère qu'avec toute la mobilisation, avec tous les échos que les gens ont eus, avec notre marche aujourd'hui, que les gens ont compris, que les gens ont entendu notre appel et que la tolérance, la réussite, qui est la devise du club UNESCO, sera acceptée par tous. À travers cette initiative, le club UNESCO de l'université de Niamey entend véhiculer le message de la tolérance, une valeur à sauvegarder pour le développement du Niger. Actualité dans nos régions, à présent, le club Nouvelle Jeunesse de la commune rurale de Tamaské dans le département de Keita a organisé une journée d'évaluation des activités du projet intitulé Consolidation de la paix et est financé par PASOK de le compte rendu signé Asman Amadou et Maman Rabiou. Cette rencontre organisée par le club Nouvelle Jeunesse à Tamaské dans le département de Keita en présence des autorités administratives et coutumières rentre dans le cadre de la journée d'évaluation des activités des sous-projets intitulés Consolidation de la paix dans 10 villages de la commune rurale de Tamaské, financé par le programme d'appui à la société civile phase 2. Le président du club, dans son intervention au cours de cette rencontre, a énuméré les motifs et les processus d'élaboration de ce sous-projet. Au nom de tous les membres du club Nouvelle Jeunesse, nous adressons tous nos remerciements au PASOK 2 qui a bien voulu accepter de financer ce projet. Après 6 mois de travail, les résultats que nous avons le plaisir de partager avec vous sont encourageants. Encourageants parce qu'à travers les séances de causerie de groupe, les populations ont compris que sans la paix, il n'y a pas de développement. Encourageant aussi parce que l'engagement et la détermination de tous les filles et les fils de la commune rurale ne font l'ombre d'aucun doute pour la consolidation de la paix entre nos communautés. En prenant la parole à cette occasion, le maire de la commune rurale de Tamaské a salué cette initiative qui œuvre en faveur de la paix. À son tour, le superviseur des travaux de ce club Nouvelle Jeunesse, Alassane Issa, se prononce sur les objectifs visés par ce sous-projet. L'objectif en tout cas de cette rencontre-là, c'est une journée d'évaluation des activités du sous-projet du club Nouvelle Jeunesse intitulé Consolidation de la paix et la cohésion sociale dans 10 villages de la commune rurale de Tamaské. Donc à travers en tout cas les activités qui ont été menées sur le terrain, notamment les séances de sensibilisation, les messages radio qui ont été passés au niveau de la radio communautaire, et nous avons compris en tout cas que la population est vraiment satisfaite. Vous savez très bien, la paix, sans la paix, il n'y a pas de développement. Et c'est la raison pour laquelle donc les autorités de la 7e République, avec à leur tête son Excellence Elhaji Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, en tout cas accordent une attention toute particulière
Oui, la satisfaction que je tire en tout cas, de par ce que je viens de voir, c'est une jeunesse qui est vraiment mobilisée. La paix, consolidons la paix, c'est le gage de développement de notre pays. Aussi, le dernier appel que j'ai à lancer, surtout à l'endroit de nos compatriotes, les retournés de la Libye, enfin de la Centrafrique et de l'Algérie tout récemment. Ils sont nombreux les jeunes, âgés de 20-25 ans. Donc l'appel que j'ai à lancer à l'endroit de ces jeunes-là, c'est vrai, ils sont retournés dans leur territoire, ils sont retournés dans leur terroir, je voudrais dire. Alors, il faut qu'ils se mettent dans la tête qu'ils doivent participer, doivent contribuer à la cohésion sociale de notre communauté parce que c'est ça le gage de notre développement, Inch'Allah. Les 10 villages de la commune rurale de Tamaské qui ont bénéficié de cette séance de sensibilisation des activités de ce club grâce à l'appui des PASOK 2 ont pris l'engagement d'œuvrer dans le même sens en faveur de la consolidation de la paix au Niger. Ouverture à Tawa d'un atelier de lancement des activités du projet d'appui à la production pastorale dans la région de Tawa, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Agence belge du développement. Les détails avec Asman Amadou et Mohamed Rabiou. Atelier du démarrage des activités du projet d'appui à la production pastorale dans la région de Tawa, PAPAT, financé par l'Union européenne pour un coût global de 16 milliards 792 millions 499 000 francs CFA, mise en œuvre par l'Agence belge de développement pour une durée de 48 mois déterminée par la période de novembre 2013 à novembre 2017. D'abord, l'intervention du représentant résident CTD qui a souligné les objectifs du projet et la problématique de l'exécution des travaux relatifs au terrain de la zone d'intervention ciblée par PAPAT. 15 pour l'ouverture d'un atelier de notre projet qu'on va exécuter dans la région de Tawa et encore une fois merci pour l'accueil. Bien que je viens d'arriver au Niger, je crois que la problématique de la région est quand même connue. J'ai travaillé en Mauritanie, j'ai travaillé au nord du Mali et il y a beaucoup de choses qui sont pareilles à ces régions. Et je vois quand même que le défi ici aussi, c'est énorme. La CTD au Mali, nous travaillons dans 2 secteurs. À son tour, le représentant de la stratégie pour le développement de la sécurité au Sahel précise que SDS est un outil d'aménagement du territoire qui vise essentiellement un dynamisme plus fort du développement économique et social. La SDS est, en ce sens, un véritable outil d'aménagement du territoire qui vise essentiellement à consolider la paix, à corriger les disparités, à impulser une dynamique plus forte de développement économique et social et culturel de zone sahélo-saharienne et à contribuer à appuyer davantage les régions septentrionales aux autres régions du pays. Cette stratégie prend en compte les priorités économiques et sociales contenues dans le programme de la Renaissance du président de la République, comme la sécurité des personnes et des biens, la sécurité alimentaire, les services sociaux de base, les infrastructures, les actions humanitaires et l'emploi. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa a salué cette initiative. Il précise que le domaine d'intervention du projet PAPAT cadre parfaitement au programme de la Renaissance du Niger et l'initiative 3N du président de la République. Le projet d'appui à la production pastorale dans la région de Tawa cadre donc, comme vous le voyez, parfaitement avec le programme de Renaissance du Niger du président de la République, chef de l'État, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, et de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est pour dire que les autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, et son Excellence M. Berger Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, accorde une importance capitale à la mise en œuvre du projet d'appui à la production pastorale dans la région de Tawa. Mesdames et messieurs, chers invités,
Je ne saurais terminer mes propos sans remercier au nom des plus hautes autorités de la 7e République et au nom de la région de Tawa que je représente ici, l'Union européenne et l'Agence belge au développement pour le financement de cet important projet qui viendrait soulager les préoccupations de nos populations. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de l'atelier de démarrage officiel du projet d'appui à la production pastorale dans la région de Tawa. Je vous remercie de votre aimable. Les participants venus des différentes localités de la région de Tawa, zone d'intervention du projet, vont échanger sur plusieurs communications tout au long de cette rencontre avec des spécialistes membres du projet sur la question relative à la stabilisation et le développement des régions Nord Niger, notamment. Cérémonie de réception de la piste rurale Tacha Oucha dans le département de Keita, région de Tawa, organisée par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux Prodex. Retrouvons Asman Amadou et Mohamed Rabiou pour d'autres précisions. Provisoire des travaux des pistes de désenclavement des zones de production Tacha Oucha Badam, longue de 7,7 km dans la commune rurale de Tamaské, département de Keita, région de Tawa. La réalisation de cette piste dont l'objectif visé est de développer mais aussi d'accroître la valeur de certains produits commercialisés soutenus par le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvo-pastoraux Prodex. Organisateur de cette cérémonie en présence des autorités administratives et coutumières de la région de Tawa. Au cours des différentes interventions à l'occasion de cette cérémonie, le coordinateur national de Prodex a prodigué des sages conseils aux bénéficiaires en mettant l'accent sur l'entretien de ce joyau dont tous les matériels nécessaires ont été mis à la disposition du comité chargé de supervision et d'entretien de cette piste. Yau Allah ya kamu hanyar wannan an samu an yi ta hanya an yi ta kuma mun ƙara soyi na wanda muka ce ma badam 2 saboda ba proje na ba na hanya amma inda muka yi aiki mai mahimmanci irin waɗannan soyikin da aka yi in ya zama akwai matsaloli na a hidda abinci shi ke sa a yi wannan aiki na hanya wanda ba sai an tambayi talakawa kuɗi ba. To abinda muke fata shine wannan hanyar ta bada dama bisa ga abinda deja muka jiya ko da muka zo mun hadu da ambulance ta zo a guje ta dauki ta kama hanya mun san inda babu wannan hanyar da wannan gudu da muka suna yi da ba za su yin shi ba kuma kamar yadda kuka ce yanzu motoci suna zuwa hannun su dauki albasa wannan sai mu ce abin horin ciki ne sai dai ina son in ba da magana a bisa abin da shahi wannan hanyar nan da shekara guda tana bisa nauyin dan kwangila wanda ya yi ta sadir bayan yau in muka amince da aikin da muka gani wata 12 akwai inda aka samu yar tangarda yana dole gare shi ya dawo ya gyara amma bayan ya gyara kun san nan ba da daɗewa mun ɗauki matakai wanda suka ba da dama a duka cikin garuruwan da hanyar ga ta biyo an tuka gari 3 da plus important mun samu mun ba da horo ga waɗannan mun kawo birga mun ba da horo kuma mun ba da 'yan ƙananan kayan aiki saboda gobe 'yan hanya ta fara lalace a bar jiran sai ta ɓaci yadda abin da ya ƙarfin mutane sana fara gyara tun ga dama na ya ga wani abu ya fara lalace waɗanda aka ba horokin nan ya kamata su ba da goyon bayan su saboda a gyara. Dans l'exécution des travaux de ce tronçon qui a été réceptionné, 3 fourrages ont été réalisés. Le gouverneur de la région de Tawa, dans son discours, a énuméré les différentes réalisations qui ont été faites par le projet Prodex au bénéfice de la région. À titre illustratif, je voudrais vous rappeler le financement suivant réalisé par le Prodex dans la région de Tawa. Il s'agit du financement de plus de 677 sous-projets dans les différentes filières, oignons, niébé, bétail, viande, cure et peau. Le financement de 5 seuils de recharge de nappes
épandage, le financement de 2 sites de protection rapprochés, la réalisation d'une piste de désenclavement des zones de production sur une longueur de 18 km dans le département de Madawa. Le financement de la plateforme couverte pour le tri, le calibrage et le conditionnement de l'oignon à Tarnawa. Le financement de la construction d'un marché à bétail à Karofan, département de Bouza. À la fin de cette cérémonie, le président du conseil régional a décerné des témoignages de satisfaction au coordinateur national des Prodex et le coordinateur régional de Tawa pour leur dynamisme au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations de la zone d'intervention Prodex. Comme annoncé, la partie magazine de cette édition est consacrée à l'intervention du président du PNA, Alouma Sanoussi Tambari-Jakou, relativement à la volonté de l'opposition politique nigérienne de boycotter les élections de 2016. Suivez plutôt. Un appel en direction de nos compatriotes de l'opposition afin qu'ils révisent leur position annoncée selon laquelle ils ne vont pas participer aux prochaines élections générales. Mais s'ils persistent dans leur position, dans cette position-là, eh bien tant pis, ou tant mieux selon. Et je m'explique. Il est toujours mauvais de pratiquer une politique de chaise vide en cas d'élection. Nous, de la majorité actuelle, leurs adversaires, donc leurs concurrents sur le plan politique, leurs compétiteurs, nous ne souhaitons pas outre mesure à ce que les hommes de l'opposition ne participent pas aux prochaines élections. Nous ne le souhaitons pas du tout. Mais, seulement, si nous nous trouvons dans la position d'aller aux élections seuls, eh bien, nous le ferons sans aucun regret. Je veux tout simplement rappeler un certain nombre de précédents par rapport à des renonciations de participation à des élections. Ici, dans notre pays, au Niger, nous avons vécu le précédent de l'année 1996, pratiquement de la fin de l'année 1996, précisément de novembre 1996, lorsque les partis membres du FRDD, qui étaient très nombreux et très puissants, compte tenu des effectifs des électeurs, eh bien, ces partis-là avaient refusé de participer aux élections de novembre 1996 organisées par le président Ibrahim Baré Mensara. Eh bien, les élections ont été faites sans eux, disons même sans nous, puisque j'étais encore au FRDD, et c'était vraiment une âme au cœur que j'ai assisté à cette situation où nous nous sommes empêchés, nous les militants des partis politiques du FRDD, de participer à des élections législatives de cette époque-là. Et pourtant, elles ont eu lieu, ces élections-là. Et il y a eu des députés, évidemment, qui ont été élus. Et ces députés sont allés à l'Assemblée nationale. Ils ont mis en place un bureau à la tête duquel il y avait Moutari Moussa, monsieur Moutari Moussa, qui avait donc assumé les charges du président de l'Assemblée nationale de novembre 1996 jusqu'en avril 1999. Il y a eu une assemblée et elle a fonctionné, elle a même légiféré et actuellement, certaines des lois qu'elle a adoptées sont encore en vigueur au Niger. Et en fin de compte, qui a perdu dans le change? C'était ceux qui n'avaient pas participé aux élections qui ont perdu. Et par conséquent, ceux qui ont participé à l'élection de Barré, eux, en ce qui le concerne, ils n'ont tiré que de grands profits, en tout cas, dans leur participation à ces élections-là. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas,
c'était encore en 2009, avec le président Tanja Mamadou, dans le cadre de la 6e République. En ce moment-là encore, les partis membres de la CFDR ont refusé de participer aux élections organisées dans le cadre du fonctionnement de la 6e République naissante. Eh bien, il y a des gens qui avaient été élus, il y a eu une assemblée générale dont M. Sen Omar était le président d'ailleurs. S'il n'y avait pas eu le coup d'État perpétré par l'officier supérieur et général Salou Jibo le 18 février de l'an 2010, eh bien ces députés-là auraient bel et bien siégé pendant plusieurs mois ou plusieurs années. De toutes les façons, ils ont été députés et aujourd'hui encore dans leur CV, on dira qu'ils ont été députés. On passe. Voilà les précédents que nous avons connus au Niger. Mais ailleurs, dans certains pays africains, il y a eu ce genre de choses. Et rien d'autre ne s'était passé. Rappelez-vous qu'en Côte d'Ivoire, à un certain moment donné, le parti de Alassane Ouattara, c'était un grand parti, et qu'il est encore, et celui de, comment il s'appelle là, Conan Bédié. Et ces partis-là avaient discuté pour savoir s'ils devaient participer aux élections ou non. Eh bien, le parti de Ouattara n'a pas présenté de candidats. Gbagbo a organisé les élections, il était chef de l'État ivoirien. Il y a eu des députés à l'Assemblée nationale ivoirienne qui ont été élus. Ils ont même épuisé leur mandat de 5 ans. Ils ont même prolongé ce mandat, ils ont fait du tazarché. Et en fin de compte, Alassane Ouattara était en train de prier Dieu et de prier les hommes pour qu'on fasse des élections afin qu'ils participent. Eh bien, peine perdue, en tout cas, pendant toute une législature, ils n'étaient pas à l'Assemblée nationale et les gens de Gbagbo ont profité, ils étaient à l'Assemblée et ils ont voté toutes les lois qu'ils voulaient voter. Qui a perdu en ce moment-là? Eh bien, c'est les Alassane Ouattara qui ont perdu. Vous avez ça. Ensuite, déplacez-vous et allez-y vers le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, vous trouverez le Sénégal, où à un certain moment donné, les militants et les responsables du Parti socialiste et d'autres partis de l'opposition au président Ouad ont refusé de participer à des élections. Eh bien, ces élections législatives ont bel et bien été faites et les militants socialistes ont attendu pendant 5 ans à la marge de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas empêché à cette Assemblée sénégalaise de fonctionner pendant 5 ans. Ceux qui furent députés, ils furent députés, ça sera dans leur CV. Celui qui a été président de l'Assemblée nationale, il l'a été, bon, et ça sera aussi dans son CV. Quant à ceux qui ont pratiqué la politique de la chaise vide, quels bénéfices ils ont tirés de leur politique de chaise vide? Pratiquement aucun. Et regardez un peu partout, dans des pays d'Afrique noire et dans des pays maghrébins, et vous verrez qu'il y a eu des refus de participer à des élections, mais ces refus de participer à des élections n'ont jamais été très fructueux et très bénéfiques pour leurs auteurs. À quoi donc ça sert de refuser de participer à des élections? Vous savez, le refus de participer à des élections, c'est comme une grève de la faim. Si vous la faites, tant pis pour vous, vous pouvez en mourir, comme vous pouvez survivre. Et de toutes les façons, c'est vous qui allez souffrir dans vos chairs et dans vos os des actes que vous-même vous aurez posés. Le cas du Niger, c'est que nos compagnons de l'opposition, actuellement, ils sont en train de dire, et ils l'ont même écrit, qu'ils ne vont pas participer aux prochaines élections générales parce qu'ils récusent la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a pas que ça comme solution. Même s'ils ne sont pas d'accord avec la Cour constitutionnelle, ou même s'ils n'ont pas confiance à la Cour constitutionnelle, il n'y a pas que ça comme solution. Les voies de négociation ne sont pas épuisées. Les voies de dialogue, elles non plus, elles ne sont pas épuisées. Et les contacts n'ont pas encore eu lieu. Et entre nous, ici au Niger, nous pouvons absolument nous entendre. Il ne faut désespérer de rien. Et même si nous ne pouvons pas nous entendre entre nous, nous pouvons nous entendre peut-être autour d'une table
avec l'arbitrage des gens d'autres nationalités, qu'elles soient africaines ou extra-africaines. De toutes les façons, le débat n'est pas encore clos, la maison n'est pas encore close, pour que nos compatriotes de l'opposition disent définitivement qu'ils ne vont pas participer aux élections. Avant tout, nous sommes aujourd'hui au mois de février 2015 et ces élections-là ne commenceront qu'en février 2016. Donc d'ici là, les gens de l'opposition auront le temps de réfléchir, ou nous tous, nous aurons le temps de voir comment nous pouvons résoudre ces problèmes. De toutes les façons, nous serons beaucoup plus à l'aise s'ils viennent participer aux élections avec nous. Mais s'ils ne participent pas, nous allons y aller. Et nous aurons d'ailleurs beaucoup plus de chances de les gagner. Même si objectivement, pour le pays, moi, je souhaite à ce que nos amis de l'opposition participent à ces élections-là, subjectivement, ça peut m'arranger à ce que personne d'ailleurs ne se présente. Moi, je me présente dans la circonscription ordinaire et régionale de Maradi, où prochainement, pour les élections à venir, il y aura une trentaine de députés. Eh bien, si beaucoup de partis politiques qui peuvent participer à ces élections y renoncent, nos chances, mes chances vont s'accroître. Vous voyez ce qui s'est passé là, à l'an 2010, quand 56% des listes électorales, enfin pas de listes électorales, des dossiers, des candidatures ont été rejetés. Donc il n'y avait que 44% des candidats qui se sont présentés à des élections, avec 44 dossiers, 44% des dossiers. Ça n'a pas empêché de faire des élections. 56% des dossiers ont été rejetés. Seulement 44% ont participé à des élections et ces élections ont été réalisées et personne n'en parle et personne ne considère que les députés qui sont là à l'Assemblée sont mal élus. Eh bien, quand cela ne tienne, si les gens ne se présentent pas à des élections, nous, ça nous arrangerait. Regardez par exemple dans la circonscription ordinaire de Maradi, en 2010, il n'y avait que 2 partis politiques qui ont présenté des candidats. Le MNSD Nassara et l'ANDP Zamalahia. Ils ont eu du Touki, ils ont eu du Barça. Le MNSD était sorti avec 17 députés qui ne pouvaient jamais avoir si tout le monde s'est présenté. Et l'ANDP, qui n'a jamais eu plus d'un député dans la région de Maradi, s'est sorti avec 5 députés dans la région de Maradi. Eh bien, c'est formidable ça. Si aujourd'hui encore, il y a un remake, et qu'il se trouve que moi, la liste de mon parti n'est pas abandonnée, du moins elle n'est pas rejetée, eh bien j'aurai beaucoup plus de chances de participer à ces élections-là et puis de les gagner. D'ailleurs, même s'il n'y a que le PNA Al-Oumma, dont les listes ne seront pas rejetées dans la circonscription de Maradi, eh bien nous participerons aux élections et nous en serons fiers. Et je serai très content de gagner les 32 sièges de la circonscription électorale de Maradi tout seul. Que celui qui ne se présente pas, nous, ça va accroître nos chances. Mais nous ne voulons pas accroître nos chances dans des circonstances comme ça. Il vaut mieux que nous venions et que nous participions aux élections tous. Et je continue en vous disant, regardez un peu la philosophie de la question. Dans les pays d'Afrique du Nord que vous voyez là, aussi bien au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qu'en Libye et même en Égypte, il y a eu des moments où des partis politiques très importants de ces pays-là avaient refusé de participer à leur propre scrutin. Mais ils n'ont pas empêché aux autres d'y participer. Eh bien, ceux qui ont participé, le ciel n'est pas tombé sur leur tête. Ils ont eu leurs élus et puis terminé. C'est parti. Et puis, qu'on se dise une chose, c'est que lorsqu'on organise des élections dans un pays, elles seront consommées. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir de l'extérieur pour essayer de faire le redresseur du tort. Si l'opposition ne participe pas à des élections ici et que nous participons, ce n'est pas la CEDEAO qui va débarquer ici avec des diplomates ou avec des militaires pour casser l'Assemblée que nous aurons élue ou pour nous imposer une voix. Puisque personne sur le plan international ne l'a fait nulle part. Là où les gens ont refusé de participer à des élections. Ce sont des actes volontaires que les gens posent. Personne ne viendra chercher à corriger ça. C'est par la voie diplomatique, par la voie politique de la CEDEAO, de l'OUA ou je ne sais pas encore de l'Union africaine et de l'ONU qu'on va chercher à négocier avant les élections. Mais une fois qu'elles sont consommées, c'est fini.
Donc, moi, je pense que nos compatriotes de l'opposition doivent se raviser pour essayer de venir faire les élections avec nous. S'il y a des problèmes, et puisqu'il y a des problèmes, à propos du code électoral, à propos de la charte des partis, et ils disent à propos de la Cour constitutionnelle, mais qu'ils viennent autour d'une table, nous allons essayer de régler ça. Ça, c'est ma position personnelle. Passons. Maintenant, il y a autre chose. Dans leur dernière déclaration, nos compatriotes de l'opposition ont insinué, ou même ils ont parlé clairement, qu'il est possible qu'il y ait une guerre civile au Niger. Et c'est catastrophique de dire des choses comme ça. Rien que ce mot doit leur faire peur, celui de guerre civile. Et un citoyen conscient, patriote, nationaliste, ne doit pas prononcer ce mot et appeler un tel malheur sur son pays et sur son peuple. Alors il nous voit ici au Niger en train d'entrer en guerre civile comme le Rwanda a eu le malheur d'y entrer à un certain moment donné. Il voit le Niger devenir un Rwanda des années 94. Il voit un Niger devenir un Kenya où il y a eu des troubles pendant plusieurs jours et où il y a eu plus de 1000 morts à la suite des élections. Il voit le Niger devenir un certain Zimbabwe qui lui-même avait connu des violences et des scènes de pillage et de meurtres à la suite des élections. Il voit le Niger comme ça perdre en 2 ou 3 jours 1000 de ses citoyens. Il voit le Niger sombrer dans une situation à l'ivoirienne où après les élections des années 2000, la Côte d'Ivoire était entrée dans un cycle de violence qui ne s'est terminé que tout dernièrement, très dramatiquement. Et cycle de violence à l'occasion duquel la Côte d'Ivoire avait certainement perdu des milliers de ses concitoyens. Il voit la situation du Niger devenir comme ça. Il voit le Niger un jour connaître la même situation que le Libéria ou que la Sierra Leone. Mais c'est grave ça. Mais c'est triste ça. Mais on a beau aimer le pouvoir, on a beau être adversaires les uns vis-à-vis des autres, on a beau être compétiteurs, mais quand même, qu'on ne pousse pas les champions jusqu'à en arriver là. Le Niger est un pays de fraternité et de fraternisation. Je ne pense pas qu'un mouvement, un parti ou une force quelconque puisse jeter le Niger dans une guerre civile. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent début de week-end à tous. Au revoir.